Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui se passait au niveau des pieds de toiture, des pieds de versant, on va regarder donc comment est-ce qu'on peut faire une rive de toiture performante. Donc quand on parle des rives, c'est-à-dire de manière générale qu'on va avoir un raccord entre notre toiture à versant et un mur en fait, hein, donc à l'exception des pieds de versant. Donc première possibilité qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle une rive libre. Donc la rive libre, c'est quoi? C'est tout simplement un raccord avec donc entre notre toiture à versant et un mur, un pignon de manière générale qui est libre. Ça veut dire qu'elle ne vient pas en fait embuter contre un autre mur. Donc là, on a par exemple l'exemple d'une rive où on ne crée pas de dépassant. C'est pas toujours possible dans la pratique d'en créer. Donc ça va plutôt être le genre de solution qu'on va privilégier pour des murs mitoyens ou des choses comme ça. Et surtout dans le cas où on a plutôt dans l'idée de venir isoler les murs par l'intérieur. Donc on voit ici différents points d'attention. Donc on voit qu'on va soutenir la planche de rive avec une espèce de cornière en bois qu'on aura fabriquée et triangulée, avec 2 voliges mises à la perpendiculaire. Donc c'est une possibilité. Donc cette cornière, comme je l'ai appelée ici, donc ça peut être plutôt une équerre aussi, elle va être fixée donc sur le latage, donc qui va permettre de la retenir horizontalement, et donc de bien s'assurer que notre rive est stable. Et donc on va pouvoir venir dessus fixer dans ce cas-ci notre planche de rive, mais on voit aussi qu'il y a toute une série d'autres possibilités de finition pour l'extérieur. Donc ça vaut la peine pour éviter les problèmes et les discussions en fin de chantier, de discuter avec votre client quelle est la finition qu'il souhaite et de pouvoir du coup adapter votre prix et vos matériaux en fonction de ce qu'il souhaite. Donc, point important également, c'est la manière dont on va réussir à gérer l'étanchéité à l'air par rapport à la tête de mur, donc dans ce cas-ci, le pignon. Donc là, je vous ai par exemple illustré le cas d'une membrane qu'on peut venir noyer entre 2 couches de mortier. Donc le mortier sera quand même souvent important à prévoir. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les cas de rénovation énergétique, la plupart du temps, on se retrouve en fait avec une tête de mur qui est quand même assez bien en mauvais état, avec des briques qui sont décelées, un mortier qui est plutôt sablonneux, et donc sur lequel on va pas pouvoir facilement faire une étanchéité à l'air sans rectifier, par exemple, au mortier. Donc là ici, on voit une membrane voilà, noyée dans le mortier. Ça aurait pu être un tape à partir du moment où notre matériau est suffisamment sec et notre tape adapté à une telle utilisation, ou alors par exemple des comprimantes, donc des bandes d'étanchéité comprimées. Donc on voit ici que pour encore améliorer cette étanchéité à l'air et limiter le risque, on a par exemple également aussi venu mousser entre le premier chevron et le côté du mur. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on est vraiment dans des bonnes conditions pour avoir une étanchéité à l'air la plus continue possible, donc entre notre plafonnage et la finition intérieure, et notre pare-vapeur, mais notamment par l'intermédiaire de cette petite couche moussée entre les deux. Donc on limite au plus possible les fuites d'air possibles. Donc attention quand même, donc si on veut isoler par l'intérieur par la suite, mais si on vient isoler par en dessous de la finition intérieure, ça va être compliqué de venir réaliser une jonction parfaite au niveau de l'étanchéité à l'air, à la vapeur et de l'isolation thermique. Donc c'est probablement un détail qu'il faudra venir étudier au cas par cas et qui n'est pas vraiment évident. Donc ça, je vais pas trop passer de temps dessus parce que ça va vraiment dépendre de la situation en place. Mais en tout cas, ça vaut la peine de bien se poser la question, est-ce que mon isolation thermique est continue? Est-ce que mon étanchéité à l'air est continue? Et comme ça, je suis sûr que mon détail est le plus performant possible.
Donc le deuxième type de rive qu'on va rencontrer, c'est celle qu'on va essayer de vous conseiller de mettre en œuvre le plus possible. C'est une rive où on vient, une rive libre toujours, mais sur laquelle on vient essayer de créer un léger dépassant de toiture au-dessus du pignon. Pourquoi? Parce que comme ça, on se laisse la possibilité par la suite de venir isoler la façade par l'extérieur. Donc là, ici, par exemple, j'ai illustré une autre manière de venir réaliser l'étanchéité à l'air entre la tête du mur et le pare-vapeur de notre sarking, avec 2 bandes d'étanchéité de mousse comprimée qu'on vient mettre de part et d'autre du mur. Comme ça, on a quelque chose d'assez cohérent, et de nouveau un moussage entre le premier chevron et l'extrémité du mur pignon. Donc si vous voulez voir en détail le phasage de ce détail, on a publié une vidéo, une animation avec la réalisation de cette rénovation, en partant de la situation existante, la situation de départ, jusqu'à cette situation complètement isolée. Vous pouvez la trouver via le QR code qui se trouve au-dessus de ma tête ici. Autre exemple de rive qu'on va rencontrer, c'est ce qu'on va appeler une rive embutée. Donc c'est ce que vous voyez ici juste au-dessus de ma tête. Ben, qu'est-ce qui se passe si on vient tout simplement faire un sarking comme on le ferait traditionnellement? Et donc on va venir jusqu'au dernier chevron, on va mettre notre isolant jusqu'à l'extrémité du mur. On va le fixer avec la dernière contre-latte, et on aura donc notre toiture qui est isolée de manière continue. Maintenant, le problème qu'on rencontre, c'est que si on veut éviter un pont thermique, hein, comme on le voit donc sur la photo de gauche, et il faut idéalement qu'on ait une continuité de l'isolation thermique. Ce que nous, on va vous proposer pour pouvoir arriver à ça, et en tout cas permettre que ce soit possible par la suite, c'est de venir en fait mettre un petit bloc d'isolant en attente au niveau de votre rive, et de venir ajouter en fait un chevron supplémentaire avant la pose de votre isolant. Donc toute la situation existante est mise en grisé, les éléments nouveaux sont mis en couleur. Donc là, dans mon petit détail du dessus, vous voyez le nouveau chevron qu'on a ajouté pour pouvoir décaler l'isolation légèrement, décaler la dernière contre-latte, et permettre une bonne réalisation de l'isolation par l'extérieur de la façade par l'extérieur. Donc ça permet d'éviter le pont thermique qu'on voit donc sur la photo de gauche avec la neige, et ça permet une réalisation très performante. Donc là, on voit Chris qui bondit un peu de sa chaise et me dit « mais personne fait ça, Damien ». Donc effectivement, je pense que j'ai jamais vu ça sur un chantier, et je vais vous le dire ouvertement, je comprends. Maintenant, du coup, on s'est posé la question de dire « ok, est-ce que là, on est en train de pinailler, ou est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire en fait cette jonction d'isolation, de traiter le pont thermique qu'on va avoir si en fait on vient isoler la façade et qu'on s'arrête juste au-dessus, au pire au-dessus de la tuile, et au mieux au-dessus du lattage qu'on ne pourra pas couper vu qu'il est fixé au chevron. Et donc on est venu faire une série de simulations donc pour en fait caractériser le pont thermique et quantifier la perte de chaleur qu'on va avoir en comparant donc les deux situations qu'on voit ici. Et en fait sur base des chiffres qu'on a obtenus, on se rend compte que la perte qu'on va avoir dans les deux situations en fait correspond va être donc le pont thermique va être 2 fois plus important si on met le bloc ou si on met pas le bloc. Donc ça veut dire déjà juste le fait de mettre ce bloc, donc en comparant les deux situations qu'on voit ici, donc juste le fait de mettre le bloc ou pas mettre le bloc, même si on n'isole jamais la façade par la suite, on arrive déjà à limiter le pont thermique par le passage de froid par le mur qu'on voit ici dessiné par 2. Donc c'est vraiment super intéressant. Comment est-ce qu'on peut concrétiser ça dans la pratique? Ben, si on a 8 mètres de rive et une différence de température de 25 degrés entre l'intérieur et l'extérieur, par exemple il fait 20 degrés à l'intérieur, moins 5 à l'extérieur, ben, en fait ça correspond, donc la différence correspond à une lampe halogène allumée en continu une fois qu'on est dans ces conditions précises. Voilà.
Autre type de rive ici, donc plutôt les rives de tête embutées sur un mur creux. Donc là, le point d'attention qu'on va devoir gérer, c'est qu'en fait, un mur creux, il faut qu'il puisse... le principe du mur creux, c'est qu'on part du principe que la brique extérieure absorbe l'humidité. Une partie de l'humidité se retrouve au dos de la brique de parement et doit être évacuée au niveau du pied de mur par des joints ouverts. L'humidité qui va traverser la brique va être d'autant plus importante que le mur est exposé, et donc, comme on le voit dans le schéma ici, que le mur va se situer quelque part entre le sud et l'ouest en termes d'orientation. Plus on va avoir une exposition défavorable, évidemment, plus il y aura de vent qui viendra pousser la pluie à travers la brique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on doit surélever donc le niveau de notre toiture et malgré tout conserver ces joints ouverts au niveau de la brique de parement accessible, et on va par exemple pouvoir biseauter la tête de mur et prévoir donc un plomb ou une finition pour pouvoir réaliser la jonction. Donc c'est pas une solution incroyable. Une autre possibilité qui va être beaucoup plus radicale, c'est de se dire ok, ben alors je vais en profiter pour également venir isoler ma façade par l'extérieur, ce qui permettra de la rendre étanche et donc ne plus devoir gérer l'eau qui passera par la coulisse. Donc on aurait pu imaginer aussi par exemple pour pouvoir boucher en fait le trou de drainage, par exemple venir enduire, sans mettre même d'isolant, enduire l'entièreté de la façade en se disant ok, j'ai étanchéifié ma façade, donc la coulisse ne doit plus être drainée et alors je peux me permettre de mettre l'entièreté de l'épaisseur de l'isolation. Donc ça, c'est un point d'attention. Si vous ne le faites pas, en fait, vous allez boucher les trous de drainage et alors vous allez avoir l'eau qui doit être drainée par la coulisse, quand même une quantité potentiellement importante, hein, parfois la moitié de la pluie qui tombe dans certains cas. Cette eau va se retrouver en fait dans l'épaisseur de votre isolant et en fait va créer une infiltration d'eau à l'intérieur de la maison. Encore un autre détail de rive ici, donc les rives mitoyennes. Souvent, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je dois m'arrêter à la ligne mitoyenne ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à essayer d'isoler l'entièreté de l'épaisseur du mur. De nouveau, on a voulu objectiver ça en réalisant des simulations thermiques et on est arrivé à la conclusion quand même intéressante, c'est que en s'arrêtant à la moitié de l'épaisseur du mur, on va en fait avoir notre raccord qui génère 4 fois plus de déperdition thermique. Donc, de manière générale, ce qu'on va conseiller, c'est plutôt d'aller à l'extrémité du mur. Donc, ça peut poser des questions d'un point de vue juridique, mais en tout cas, ce sera vraiment beaucoup plus performant et donc ça peut valoir la peine. Et c'est intéressant de signaler aussi que ça vaut la peine, mais pour les deux habitations. Donc, ça veut dire que votre voisin, il a vraiment tout intérêt à accepter en fait que vous alliez jusqu'à l'extrémité du mur mitoyen. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez sur le schéma thermique à gauche ici, si on s'arrête à la moitié du mur, même avec une toiture légèrement isolée, on va avoir une température de surface d'environ 13 degrés à l'intérieur au niveau du coin et donc pouvoir avoir des risques de condensation à cet endroit-là. Alors que si on s'arrête à l'extrémité du mur, on aura une température de surface de 18 degrés, et donc pour ainsi dire, aucun risque de condensation superficielle. Et donc ça, c'est d'un point de vue de la condensation. Et bien entendu, des déperditions thermiques, elles sont toujours fonction de la différence de température. Donc plus notre détail va être chaud, moins on va avoir de déperditions thermiques. Donc voilà. Attention au phasage ici, donc on voit un peu deux possibilités dans les deux détails qui se trouvent un peu en diagonale ici juste au-dessus, donc juste au-dessus de ma tête. Une possibilité avec une tuile de rive, et l'autre possibilité avec une rive à tasseau. Ce sera quand même toujours préférable de se tourner plutôt vers une rive à tasseau. Pourquoi? Parce que si si le voisin souhaite par la suite également isoler sa toiture par l'extérieur, comme on le voit tout en haut ici du slide, mais il aura la possibilité de le faire sans rien démonter. Donc il devra juste remonter un petit peu donc le solin qui réalise l'étanchéité
au niveau de son ancienne tuile, et en fait venir le remettre sur sa nouvelle, son niveau de couverture. Donc voilà. Donc entre-temps, on a aussi également écrit un article sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, donc vous pouvez taper sur votre moteur de recherche, par exemple, isolation Sarking, mur mitoyen, et vous allez avoir plus de détails sur cette sur ce détail, et notamment une analyse d'un point de vue plus juridique sur laquelle je préfère honnêtement pas trop m'avancer. Voilà. Donc voilà globalement ce qu'il en est en termes de rives. Donc il me reste à voir les faîtages, les noues, les arrêtiers, ainsi que les traversées. Donc les faîtages, a priori, sont pas... les faîtages ou arrêtiers sont a priori pas des détails trop compliqués à réaliser. Le seul point d'attention qu'on devra avoir, c'est de bien garantir que notre pare-vapeur est bien continu d'un côté à l'autre, et donc qu'on le tape de part et d'autre, ou alors qu'on prévoit vraiment une membrane continue qui fait l'ensemble. Donc rien de spécial à ajouter ici. Attention quand même à bien prévoir donc une ventilation dessous de votre faîtière pour que l'air puisse circuler. Mais ça, comme dans toute autre toiture persan. En ce qui concerne les noues, donc à nouveau, il n'y a pas de particularité spécifique au fait qu'on soit dans une toiture Sarking par rapport à une toiture classique. Donc je vous renvoie vers l'article qu'on a déjà publié sur les détails de noues, et vous pouvez le retrouver. Donc tous les détails que je vous ai présentés ici seront publiés prochainement sur notre base de données des détails constructifs, et donc vous pourrez les voir également. Donc, en ce qui concerne les traversées, donc là, on a quand même un certain nombre de points d'attention, hein, dont les fenêtres de toit dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, on voit quand même assez souvent autour de fenêtres de toit des problèmes, et ces problèmes sont notamment engendrés par l'absence de cadre isolant entre la charpente, le chevêtre qu'on vient réaliser, et le dormant de notre fenêtre de toit. Donc de nouveau, on a essayé de voir un petit peu, de quantifier l'influence d'avoir cette continuité thermique entre les deux, et donc la présence ou non d'un cadre isolant. Et on a clairement pu déterminer qu'en l'absence de cadre isolant, on avait des risques importants de condensation et des déperditions thermiques importantes. Voilà. Donc, je vous renvoie également vers l'article qu'on a écrit sur le sujet. Si vous tapez fenêtre de toit et cadre isolant sur votre moteur de recherche avec Buildwise, vous retomberez dessus. Si vous décidez de ne pas mettre ce cadre isolant, de nouveau, je peux faire une analogie comme je l'ai fait jusqu'à présent pour différents ponts thermiques. Et on voit que pour un Velux donc pour une fenêtre de toit assez classique, de 98 x 78 cm et une différence de température de 25 degrés. C'est comme si vous aviez en fait votre ordinateur portable qui est allumé en continu. Donc c'est vraiment pas des déperditions qui sont négligeables et très clairement ça joue joue sur votre facture d'énergie. Traverser des cheminées ici, donc le détail est pas encore tout à fait au point, hein, donc j'ai repris un détail ici donc de Coramic à la droite et à gauche un document de travail. Ce que je voulais montrer, l'idée générale, c'est que quand on décide de conserver en fait des boisseaux de cheminée en maçonnerie, mais en fait naturellement c'est assez frappant dans le détail, on décide d'avoir quelque chose comme un carré ou un rectangle de 50 sur 50 cm qui en fait n'est pas isolé dans notre toiture et qui est en contact direct avec de l'air froid. Donc très clairement, d'un point de vue performance énergétique, on va avoir du mal à faire un détail correct en conservant une cheminée existante. Donc on peut le faire, ça va pas être interdit, mais l'idéal c'est plutôt de se tourner vers un conduit de cheminée, et si possible un conduit de cheminée isolé, qui va permettre de réaliser une meilleure continuité de l'isolation thermique et une meilleure étanchéité à l'air de l'ensemble. Donc attention qu'au niveau de cette traversée, la plupart du temps,
ce qu'on va vous conseiller, c'est de vous tourner vers des traversées de parois directement fournies par le fabricant de fumisterie. Donc, en les contactant dans leur catalogue, vous allez trouver une série de produits. Parce que dans la pratique, c'est pas si simple et vous pouvez pas simplement venir calfeutrer avec de l'isolant incombustible, la laine de roche, etc. C'est pas si simple. Donc vous aurez des produits spécifiques qui sont testés dans différentes conditions avec différentes températures de fumée et sur base des températures de fumée qui sont supposées, donc qui dépendent de l'appareil qui est installé. Hein. Donc si vous avez par exemple une chaudière à condensation, les fumées seront plus froides que si vous avez un poêle à bois. Et bien, en fonction des températures de fumée que vous avez, donc le conduit de fumée va déterminer la distance minimale que vous devez avoir par rapport aux matériaux combustibles plus proches. Et dans certains cas, avec des températures en tout cas relativement basses de fumée, vous allez pouvoir trouver des conduits de fumée qui sont de type O0 ou G0, où la distance de sécurité peut être nulle et donc où vous pouvez directement venir mettre votre isolant contre le conduit de fumée. Mais ça, je vous renvoie du coup vers les fiches techniques des conduits de fumée. Si à la place d'avoir G0, vous avez par exemple G50, donc la lettre G, ça sous-entend qu'il y a qu'on a testé par rapport à un feu de cheminée. Donc, s'il y a un risque de feu de cheminée, on va plutôt chercher la lettre G. Et donc, G50, ça veut dire qu'on peut avoir, dans ce cas-là, un matériau combustible à 50 mm de notre conduit. Si par exemple, on a plutôt O20, eh ben, O20, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est plutôt dans la situation où on n'a pas de risque de feu de cheminée, par exemple avec une chaudière à condensation. Et alors là, on pourra avoir dans ce cas-là un matériau combustible à 20 mm du conduit de fumée, et ainsi de suite. Donc je vous renvoie vers l'article qu'on a écrit sur le sujet. Donc en résumé, il faut quand même insister sur le fait qu'il y a autant de détails que de couvreurs. Donc là, ce qu'on vous propose ici, c'est vraiment des détails de principe qui donnent des solutions, une solution parmi d'autres pour pouvoir régler les différents problèmes que je vous ai détaillés en introduction. Le but principal et la clé pour avoir un détail performant au niveau d'une toiture Sarking, c'est d'avoir une étanchéité à l'air qui est performante et bien continue. Il faut penser au moment où on vient réaliser notre toiture que cela doit permettre par la suite à réaliser l'isolation et de pouvoir continuer les travaux d'isolation du reste de la maison et anticiper des travaux ultérieurs. Et finalement, ça vaut toujours la peine pour éviter des soucis en fin de chantier de discuter de l'aspect final que vous proposez avant le début des travaux avec le client pour éviter toute discussion inutile. Donc voilà, j'en termine ici avec cette formation. Donc sur la rénovation énergétique des toitures à versants et plus particulièrement les choix des systèmes et des tailles d'isolation par l'extérieur. N'hésitez pas, si cette formation vous a plu, à laisser un petit avis via le QR code que vous voyez ici. Bonne journée, au revoir.